Des chercheurs ont décidé d'aller en Inde pour étudier l'impact d'une récompense financière sur les performances des gens. Ils ont divisé un groupe d'environ 100 personnes choisies aléatoirement dans une ville en Inde. Ils les ont divisés en 3 groupes en proposant à chacun de ces groupes des récompenses. Le premier groupe obtenait une petite récompense financière qui correspondait à une journée de travail quand même, pour simplement des petits jeux pendant 30 minutes, voire 1 heure. Mais bref, une journée de travail, c'était la petite récompense. La récompense moyenne correspondait à 2 semaines de salaire en Inde. Et la troisième récompense, c'était que les personnes recevaient 5 mois de salaire. Toujours pour 30 minutes de petits jeux rigolos à faire dans le laboratoire. Alors, j'ai pas lu toutes les expériences, tous les jeux exactement à quoi ils correspondaient. Mais l'idée principale, c'est que les jeux étaient très simples. Vous en aviez un où il fallait répéter une séquence de lumière sur un objet. Vous savez, c'est comme les jeux pour les enfants. Vous avez à gauche, à droite, centre. Et donc, il fallait répéter les lumières dans l'ordre où elles apparaissaient. Vous avez plusieurs opportunités pour réussir de faire la bonne combinaison. Un autre jeu, c'était un peu dans le même genre. Vous voyiez des numéros sur un écran et vous deviez essayer de vous rappeler des 3 derniers à chaque fois. Un moment, de manière aléatoire, les numéros disparaissent et donc il faut être capable de répéter les 3 derniers numéros que vous avez vus sur l'écran. Je ne sais pas la vitesse où les numéros apparaissent et disparaissent, mais bref, c'était ça les jeux. Donc il y avait 6-7 jeux qu'il fallait répéter. Les gens étaient divisés en 3 groupes et on allait évaluer la performance de chacun des groupes en supposant que ceux qui recevaient de petites incitations, qui avaient des petites récompenses à la clé, eh bien, allaient avoir de moins bonnes performances que ceux qui pouvaient recevoir 5 mois de salaire pour se rappeler correctement de comment apparaissent dans l'ordre des petites couleurs là qu'il faut appuyer sur les touches pour répéter la combinaison correcte de couleurs qu'on vient de voir. Juste en jouant ça, on imagine tous que ce sont les personnes avec les 5 mois de salaire comme récompense qui vont avoir les meilleurs résultats. Donc, il se trouve que l'argent et les récompenses financières permettent de prédire correctement les résultats des personnes. Les personnes qui ont les petites incitations et celles qui ont les incitations moyennes ont des performances équivalentes. Le troisième groupe, avec les incitations, la possibilité de récompense colossale, ont des résultats inférieurs. C'est évidemment contre-intuitif. On imagine tous que les personnes qui ont des incitations élevées, qui ont des possibilités de récompense hautes, des bonus, etc., vont avoir les meilleurs résultats. Eh bien, non. Cette révélation, cette étude de sciences sociales, de psychologie, cette étude met toujours mal à l'aise les tenants du management traditionnel qui ne veulent pas voir qu'aujourd'hui on a changé d'époque et qu'il faut adapter les stratégies de management, donc de gestion de l'entreprise et des personnes, puisque c'est ça qui est important, comment on gère les personnes. Il faut transformer les anciennes méthodes de management qui ne sont plus adaptées à la motivation 3.0. Le livre Drive, la surprenante vérité à propos de ce qui nous motive, est un livre perturbant, mais vraiment très contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir
et même de croire au plus profond de nous. C'est un peu comme le livre Lean. Ça va être des changements colossaux dans la manière dont fonctionne l'économie et pas seulement dans la manière dont on gère notre vie. Il explique donc qu'il y a 3 types de motivation. 1.0, c'est celle de nos amis, les hommes des cavernes, qui devaient survivre. C'était la motivation principale, survivre. La motivation 2.0, c'est celle qui est apparue quand les hommes ont commencé à s'organiser en société plus complexe. Il a fallu inventer donc la motivation 2.0 qui est extrêmement élaborée. C'est celle de la carotte et du bâton. Donc, si tu te comportes bien, tu as la carotte, et si tu te comportes mal, tu as la punition. Cette motivation 2.0 est encore extrêmement présente dans les esprits de tout le monde et dans la manière dont on gère les entreprises aujourd'hui. Mais ce n'est pas efficace pour gérer les nouvelles tâches que l'on doit faire. Aujourd'hui, on est sur des tâches heuristiques. Alors, heuristiques, en opposition aux tâches algorithmiques, eh bien, ce sont les tâches créatives, en fait, ce sont les tâches les plus innovantes qui ne demandent pas une répétition extrêmement forte. Dans le livre Lean Startup, il explique que la carotte et le bâton n'est pas efficace pour les tâches algorithmiques, les tâches que l'on peut répéter tout le temps. Puisqu'il faut essayer de rompre avec ce système totalement, et même à l'intérieur de tâches répétitives, il faut essayer d'injecter un peu de nouveauté, essayer de penser différemment. Dans le livre, il explique que la carotte et le bâton fonctionnent pour les tâches routinières, peu intéressantes, peu stimulantes. Si vous êtes un ouvrier sur une ligne d'assemblage, votre travail n'est pas très intéressant, et si vous travaillez bien, on vous donne un peu plus, vous êtes content, et si vous arrivez en retard, on vous met une punition, comme ça, ça vous évitera de refaire. Ça, c'est la motivation traditionnelle. Mais pour les tâches heuristiques, créatives, on doit développer une nouvelle manière de gérer les personnes. Le bon vieux système de management traditionnel a énormément d'effets négatifs, contre-intuitifs. Il peut créer de mauvais comportements, il peut faire que les gens soient plus égoïstes et une vision de court terme, simplement essayer de viser les résultats et pas plus. Il a des effets très contre-intuitifs. Par exemple, dans une crèche en Israël, les parents allaient chercher leurs enfants après la date limite de 2h30 ou 4h, je ne sais plus. Et les professeurs étaient obligés, les personnes qui accompagnaient les enfants durant la journée étaient obligés de rester plus tard, ils n'étaient pas forcément payés et ça créait des problèmes pour tout le monde. Ils ont décidé de mettre une amende aux parents qui arrivaient après leur limite et dans l'objectif évidemment que les parents arrivent enfin à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de parents qui laissaient leurs enfants plus tard. Au lieu de réduire le comportement négatif, il a supprimé la barrière morale. Avant, les parents respectaient, ou en tout cas dans la majorité, respectaient l'heure d'arrivée, l'heure de travail des professeurs. Il y avait un contrat moral, un contrat social entre les deux parties. On essayait de respecter le bon fonctionnement de la société. À partir du moment où l'argent est mis dans la balance, il y a des comportements négatifs, peu bénéfiques, comme celui-là où on préfère payer plutôt que de respecter le temps d'autrui. Peut-être que l'amende n'était pas suffisante, si ça avait été plus, les gens seraient peut-être arrivés à l'heure, mais il y a quand même
la création d'un sentiment négatif. On a vu aussi que ça réduisait l'efficacité. C'est-à-dire que, avec l'expérience en Inde, si on augmente, si on met beaucoup d'argent en jeu dans une action, les gens vont se stresser et vont être moins efficaces. Un autre élément important, c'est que ce genre d'incitation, la motivation 2.0, la carotte et le bâton, va avoir des effets négatifs sur la créativité. On ne va pas être capable de résoudre un problème qui demande de changer de manière de voir si on met de l'argent en jeu. On détruit aussi l'intérêt intrinsèque de faire des choses. Si pour des enfants, on leur donne une petite récompense parce qu'ils ont bien dessiné, et ensuite on leur dit est-ce que tu veux dessiner plus? Non, parce qu'ils ont eu leur petite médaille. Alors que les enfants à qui on n'a pas donné de récompense pour avoir dessiné, eh bien eux continuaient de dessiner parce qu'ils aiment l'activité en soi. Mettre de l'argent, mettre des récompenses en jeu va avoir un effet négatif parce qu'il va supprimer l'intérêt de l'activité en elle-même. Si votre enfant aime dessiner, laissez-le dessiner et ne lui donnez pas une récompense pour dessiner. Il dit que les récompenses après, qui arrivent de manière aléatoire, peuvent être bénéfiques, mais tout simplement elles ne sont pas liées à l'acte. C'est quelque chose que j'avais déjà lu. Si votre enfant a des bonnes notes à l'école, eh ben, vous pouvez l'emmener en vacances, mais pas parce qu'il a eu des bonnes notes, simplement pour fêter le fait qu'il soit en vacances. Essayez vraiment de ne pas lier les récompenses avec les actions parce que vous allez détruire le lien moral. Les enfants, si vous leur donnez de l'argent pour laver la vaisselle, jamais ils ne laveront la vaisselle sans savoir qu'ils vont être payés. Un autre problème, un dernier problème, il y en a peut-être d'autres, un dernier problème important, c'est que les gens après deviennent addicts à cet argent et vont vouloir plus. Les écoles qui proposent de l'argent ou des iPads ou des récompenses aux élèves qui ont des bonnes notes, le jour où ils suppriment ces récompenses, les élèves ont des moins bonnes notes et même sur le long terme, pour avoir des notes équivalentes, il faut augmenter la taille de la récompense. Donc à chaque fois, il va falloir donner plus d'argent aux élèves pour qu'ils aient les mêmes notes. Bref, la motivation 2.0 n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Il faut passer à la motivation 3.0. La motivation 3.0, c'est celle où les gens sont autonomes, où ils peuvent travailler sur les tâches qu'ils veulent. Le meilleur exemple de ce genre de choses, c'est Google. Google qui, très rapidement, pour ses ingénieurs, pour ses codeurs informatiques, a décidé de leur laisser 20% de leur temps libre. Alors je ne sais plus si c'est 20% dans Google, mais bref, un pourcentage de leur temps, peut-être leur vendredi après-midi libre, où ils peuvent travailler sur le projet qu'ils veulent, avec les personnes qu'ils veulent, et pouvoir faire ce qu'ils ont envie, développer un nouveau projet. C'est comme ça qu'est né Gmail, c'est comme ça qu'est né Google News, c'est comme ça que sont nés énormément de projets de Google qui aujourd'hui sont extrêmement célèbres et importants pour la marque. Simplement parce que les gens avaient envie de travailler sur ce qu'ils voulaient pendant un moment, aucune pression, une autonomie totale. Il faut, en plus de l'autonomie, se rapprocher de la maîtrise. La maîtrise, on entend souvent, c'est essayer d'atteindre des états de flow. Le flow, c'est lorsque ce que l'on fait nous passionne totalement, on est à 100% dans l'activité qu'on est en train de faire. Il suffit de regarder les yeux des personnes lorsqu'ils sont concentrés à leur maximum. Les meilleurs chefs, les plus grands joueurs de tennis, pourquoi pas, les personnes, les avocats quand ils sont à la barre et qu'ils sont passionnés par leur... ou j'ai oublié le nom des... prétoiries. Ouais. Bref, quand les avocats parlent à la barre. Il y a un moment où on est dans cet état de flow, de concentration totale et de satisfaction parce que ce qu'on fait nous intéresse en soi.
C'est le deuxième élément important de la motivation 3.0, essayer de faire des choses que l'on maîtrise, essayer de travailler sur des choses qui nous intéressent vraiment. Le dernier élément de la motivation 3.0, c'est le but. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont préférer gagner un peu moins d'argent pour avoir un métier qui a du sens. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Les gens préfèrent avoir un métier qui a un but, qui a un sens, plutôt que d'être extrêmement bien payé. Et cette recherche de but est extrêmement importante dans la motivation 3.0 parce que si ce que l'on fait n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens, on ne voit pas le but pour la société ou ne serait-ce que pour nous-mêmes, eh bien, on va être moins motivé. C'est pour ça que, par exemple, à l'école, il faut essayer d'avoir des buts qui sont plus sur l'apprentissage. Si on prend l'apprentissage de l'anglais, on peut avoir un but qui est d'avoir des bonnes notes et avoir un autre but qui est de parler anglais. Mais le premier, avoir de bonnes notes, ça ne représente pas une maîtrise. Ce n'est pas un but d'apprentissage. On peut bachoter un examen d'anglais, apprendre tous les verbes irréguliers comme ça en 24 heures, avoir 18 sur 20 et ensuite tout oublier. Alors que parler anglais, c'est se rappeler de tous les verbes irréguliers et de comment les utiliser. Donc, la motivation 3.0, c'est vraiment une opportunité, quelque chose de positif pour les entreprises, mais aussi pour l'apprentissage. Il parle énormément des nouvelles écoles, comme les écoles Montessori. Je n'avais jamais très bien compris ce que c'était, enfin, jamais vraiment bien compris, je n'avais jamais vraiment cherché. Et il donne des exemples de personnes célèbres qui sont passées par les écoles Montessori, comme les fondateurs de Google et même le fondateur d'Amazon. Pour d'autres secteurs, il y a des acteurs, il y a un écrivain colombien qui a gagné le prix Nobel de la paix. Donc les écoles Montessori ont montré que des gens sont capables, grâce à un apprentissage différent, de réussir de grandes choses. Ce livre va vous faire extrêmement mal parce qu'il va remettre en cause énormément de choses que vous pensiez totalement certaines et va vous obliger pour vous-même à essayer de trouver ce qui vous motive vraiment, ce qui vous donne une sensation de flow, ce moment où vous êtes totalement concentré et passionné par ce que vous faites. Lisez ce livre, il va vous changer votre manière de voir l'argent, de voir le management, les ressources humaines et va vous rendre un peu triste parce que malheureusement, la plupart des institutions ne fonctionnent pas comme ça. Là, ce qui me motive, c'est de lire beaucoup de livres, donc j'y retourne. Faut que je lis. Oui, tu dis faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!